Raymond Chandler sur l'art d'écrire, plusieurs lettres, en 1951. Je serais bien incapable de conseiller à quelqu'un de devenir un écrivain ou pas. Contrairement à la croyance populaire, c'est une profession très difficile et une faible partie seulement de ceux qui s'y essayent réussissent à en tirer un revenu correct. Le déclin de la presse bon marché rend les premiers pas d'un débutant encore plus pénibles que dans le temps, et ça n'a jamais été très facile. Je comprends cependant que dans les circonstances particulières où vous vous trouvez, le métier d'écrivain soit dans vos possibilités physiques. Et j'espère qu'il ne vous sera pas nécessaire de gagner votre vie de cette façon pendant encore longtemps, car vos chances de le faire sont très très minces. Vous dites que vous prenez des dispositions pour apprendre immédiatement les principes fondamentaux de la technique narrative nécessaires aux débutants. Permettez-moi, fort de l'expérience que je peux avoir, de vous dire qu'un écrivain incapable d'apprendre cela tout seul ne trouvera personne pour le lui enseigner. À part les cours pour adultes d'université sérieuse, je tiens en piètre estime les cours de rédaction en général, et particulièrement ceux qui font de la publicité dans de prétendus journaux littéraires. Ils ne pourront rien pour vous apprendre que vous ne puissiez trouver tout seul en étudiant et en analysant les œuvres publiées d'autres écrivains. Analyser et imiter, aucune autre école n'est nécessaire. J'admets que la critique des autres puisse être utile et parfois même nécessaire, mais quand on doit la payer, elle est généralement suspecte. Quant aux méthodes pour construire une intrigue, je crains de ne pouvoir vous être d'aucun secours, car je n'en ai jamais dressé sur le papier. Je fais ce travail dans ma tête au fur et à mesure que j'avance, et en général je me trompe, et je dois tout recommencer. Je sais qu'il existe des écrivains qui construisent leurs histoires dans le plus grand détail avant de se mettre à les écrire, mais je n'appartiens pas à ce groupe. Mes intrigues ne sont pas fabriquées, elles grandissent. Et si elles s'y refusent, on fout tout en l'air et on recommence. Peut-être obtiendrez-vous de meilleurs conseils de quelqu'un qui travaille d'après un schéma. Je vous le souhaite. Un écrivain qui déteste écrire est aussi impensable qu'un avocat qui déteste le droit ou un médecin qui n'aime pas la médecine. Bâtir une intrigue peut être empoisonnant, même quand on est doué. Au moins, est-ce quelque chose qui doit être fait avant de pouvoir se mettre au travail pour de bon. Mais un écrivain qui déteste le fait d'écrire, à qui la création ou la magie des mots ne procure aucun plaisir, n'est pas un véritable écrivain à mon avis. Le fait d'écrire est votre raison de vivre. Le reste, il faut y passer pour en arriver là. Comment peut-on détester écrire? Qu'y a-t-il de haïssable à cela? On pourrait tout aussi bien dire qu'on adore fendre du bois ou faire le ménage, qu'on déteste les couchers de soleil, ou la brise nocturne, ou les fleurs qui se balancent, ou la rosée sur l'herbe, ou le chant des oiseaux. Comment peut-on détester la magie par laquelle un paragraphe, une phrase, une réplique ou une description crée quelque chose de neuf? Comme écrivain professionnel avec 20 ans d'expérience, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Des gens très compétents sur le plan littéraire et des gens qui n'y connaissaient rien. Moins on s'en occupe et mieux ça vaut. Ils sont sur la touche et ils observent, et ça ne vaut rien pour ceux qui sont dedans. Il s'agit d'une autre espèce d'esprit. Aussi me suis-je fixé des règles absolues. Ne jamais demander de conseils. Ne jamais montrer ou discuter une œuvre en cours. Ne jamais répondre aux critiques. Le Mille de la Gauchetière est la plus haute tour de Montréal. Elle surplombe le centre-ville avec ses 51 étages et son architecture postmoderne. 205 mètres, la hauteur maximale autorisée dans cette ville. C'est ce qu'elle a lu sur leur site internet. Elle y a également trouvé les horaires d'ouverture, fin de semaine et week-end de 11h à 21h, y compris pour la patinoire. Elle n'a pas menti à sa mère, du moins pas totalement. Elle lui a dit qu'elle allait à la patinoire avec une copine. Elle a bien vu que c'était le « avec une copine » qui lui avait fait relever un sourcil, et lorsqu'elle a ajouté qu'elle dormirait chez ladite copine, sa mère est carrément devenue méfiante. « T'essayes pas de m'embrouiller ?» Comme si elle allait lui répondre un truc du genre « Si maman, j'essaye de t'embrouiller, mais pas plus que d'habitude. » D'autant que sa mère lui posait des questions juste pour l'embêter. Au fond, cette dernière se fichait complètement de l'endroit où sa fille allait passer la soirée, trop occupée qu'elle était à planifier la sienne. En grandissant, elle s'était rendue compte qu'elle détestait sa génitrice comme elle la désignait dans son fort intérieur. Petite, elle avait bien essayé de lui plaire,
mais ça n'avait jamais marché. Elle n'était qu'une sorte de petit animal étrange dont sa mère tolérait à peine la vue. En début d'année, la prof de français leur avait donné le titre d'un livre qui parlait de ça, de l'amour des mères pour leurs enfants. Ça s'appelait « L'amour en plus ». Elle se rappelait le titre parce que c'était exactement ce qu'elle aurait voulu dans sa vie, de l'amour en plus. En gros, ça disait que ce sentiment n'était pas forcément un truc inné ou instinctif, et que certaines mères pouvaient ne pas le ressentir tout de suite. Dans le cas de la sienne, ce n'était ni venu tout de suite ni plus tard. L'arrivée de l'enfant n'avait été qu'un poids supplémentaire dans sa vie, une nouvelle perte de liberté. Alors, embrouillé ou pas embrouillé, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire à sa mère? Surtout qu'elle y gagnerait une soirée et une nuit pour partir à l'assaut d'une nouvelle conquête. Car sa génitrice était une mangeuse d'hommes, une expression qu'elle avait elle-même employée un jour où elle était rentrée d'une de ses soirées un peu ivre. Bref, inutile de refaire toute l'histoire. Le plus important maintenant, c'était que jusque-là, tout s'était déroulé comme elle l'avait prévu. Vers 19h, elle avait passé les portes vitrées du 1000 de la Gauchetière et était entrée dans l'immeuble. Elle avait payé 7 $ son ticket pour la patinoire et 7 autres $ pour la location des patins. C'était vraiment pas donné, mais elle n'avait pas le choix. Les yeux rivés sur la grosse horloge, elle avait patiné 1 heure, avait rendu le matériel, puis était discrètement montée dans les étages. Le plus difficile avait été de trouver une porte qui n'était pas sous le feu des caméras de surveillance. Ensuite, elle avait zoné autour de ladite porte, le temps que le couloir se vide. Peu de temps avant la fermeture de l'immeuble, tous les gens étaient partis et elle avait pu tranquillement crocheter la serrure. Vers 21h30, l'immeuble devint très calme. Plus de musique d'ambiance, plus de voix, le silence avait repris ses aises. C'était son heure, son moment. Consciencieusement, elle déverrouilla la sécurité de la fenêtre. Elle constata que son cœur ne battait pas plus vite. Le vent s'engouffra dans la pièce et, visiblement, une salle de repos avec une machine à café et des tablettes de chocolat entamées. Elle monta sur le bord de la fenêtre et sentit le vent glacé envelopper son corps. Son cœur ne s'emballait toujours pas. Elle se demanda à qui elle manquerait si elle tombait. Elle ne trouva pas de réponse. Toujours debout, les yeux et les mains agrippées sur le montant de la fenêtre, elle prit une grande inspiration avant d'appuyer sur l'icône WhatsApp et de lancer l'appel en mode caméra. Elle fit un pas en avant. Juste en dessous, le vide l'appelait. Cette fois, son cœur se mit enfin à battre beaucoup plus vite. Les Batignolles, mémoire morte, de Patrick Péchereau. Je vais le tuer et j'ignore pourquoi. Non, ignorer n'est pas le mot juste. Je connais certainement la raison qui m'a conduit à braquer un pistolet sur sa poitrine. On ne fait pas ces choses-là par hasard. À n'importe qui. Enfin, je crois. À moi de n'avoir aucune éducation. Ce n'est pas mon cas. Ou d'être un serial killer. On dit cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Peu importe, je ne suis pas un serial killer. Un épatant pareil doit vous laisser des traces. Un arrière-coup de sang, une odeur de mort. Elle remonte sans prévenir, comme de la bile qui reviendrait après une vilaine cuite. C'était un matin. Ces instants-là sont toujours des matins. Des aubes, exactement. La précision, c'est important. C'est l'aube, donc. Vous émergez d'un mauvais sommeil. Vous avez la nausée. Ouvrir les yeux, c'est parfois comme le haut le cœur. Dans la lumière incertaine, la forme gît sur le parquet. Tassée. Molle. Forcément molle. L'idée vous est venue parce que vous avez pensé à un ballot de linge. Vous pensez toujours à un ballot de linge. Vous avez pris ça dans un méchant bouquin et vous l'avez gardé, voilà. Autrement, pourquoi? Le corps recroquevillé au pied du lit est tout à fait rigide, vous le savez. Et froid, ses muscles durcis, ses tendons pétrifiés, ses veines aussi, bleues sous la peau, ivoire. Elles font comme des cartouches de stylo dans l'encre, dans lesquelles l'encre n'a pas séché. C'est avant de vous coucher que vous l'avez assassiné. Vous ne l'aviez jamais vu, mais pour trouver le sommeil, il est des nuits où cela est nécessaire.
Nul n'y pourra jamais rien. Au moins, vous savez pourquoi vous l'avez tué. Dormir. C'est une raison valable, non? Valable, pour ainsi dire. Quand on a compté les tours du cadran, des jours et des jours durant sans trouver le repos, on le comprend. Mais lui, je ne me souviens même pas pour quel motif je voulais l'éliminer. Souvenir, voilà le mot. Il existe une raison pour qu'il meure, mais je ne m'en souviens plus. Qu'il disparaisse est une nécessité. Il n'empêche qu'il soit là au bout de mon pistolet et moi de l'autre, c'est très embarrassant. Je ne peux tout de même pas lui demander pourquoi je le tue. Vous voulez me tuer, monsieur Robert? Et pourquoi donc? Chapter 1. I Go to Styles. The intense interest aroused in the public by what was known at the time as the Styles case has now somewhat subsided. Nevertheless, in view of the worldwide notoriety which attended it, I have been asked, both by my friend Poirot and the family themselves, to write an account of the whole story. This, we trust, will effectually silence the sensational rumours which still persists. I will therefore briefly set down the circumstances which led to my being connected with the affair. I had been invalidated home from the front, and after spending some months in a rather depressing convalescent home, was given a month's sick leave. Having no near relations or friends, I was trying to make up my mind what to do when I ran across John Cavendish. I had seen very little of him for some years. Indeed, I had never known him particularly well. He was a good 15 years my senior, for one thing, though he hardly looked his 45 years. As a boy, though, I had often stayed at Styles, his mother's place in Essex. We had a good yarn about old times, and it ended in his inviting me down to Styles to spend my leave there. The mater will be delighted to see you again, after all those years, he added. Your mother keeps well? I asked. Oh, yes. I suppose you know that she has married again? I am afraid I showed my surprise rather plainly. Mrs. Cavendish, who had married John's father when he was a widower with 2 sons, had been a handsome woman of middle age as I remembered her. She certainly could not be a day less than 70 now. I recalled her as an energetic, autocratic personality, somewhat inclined to charitable and social notoriety, with a fondness for opening bazaars and playing the Lady Bountiful. She was a most generous woman, and possessed a considerable fortune of her own. Their country place, the Styles Court, had been purchased by Mr. Cavendish early in their married life. He had been completely under his wife's ascendancy, so much so that, on dying, he left the place to her for her lifetime, as well as the larger part of his income, an arrangement that was distinctly unfair to his 2 sons. Their stepmother, however, had always been most generous to them. Indeed, they were so young at the time of their father's remarriage that they always thought of her as their own mother. Lawrence, the younger, had been a delicate youth. He had qualified as a doctor, but early relinquished the profession of medicine and lived at home while pursuing literary ambitions, though his verses never had any marked success. John practiced for some time as a barrister, but had finally settled down to the more congenial life of a country squire. He had married 2 years ago, and had taken his wife to live at Styles, though I entertained a shrewd suspicion that he would have preferred his mother to increase his allowance, which would have enabled him to have a home of his own. Mrs. Cavendish, however, was a lady who liked to make her own plans, and expected other people to fall in with them, and in this case she certainly had the whip hand, namely, the purse strings. Chapitre 1er. Je me rends à Styles. L'intérêt passionné que suscita dans le public ce qu'on appela au moment même l'affaire de Styles s'est maintenant un peu affaibli. Néanmoins, à cause de la célébrité mondiale qui s'y attacha, j'ai été invitée par mon ami Poirot et par la famille elle-même à écrire un résumé de l'histoire. Nous espérons par là mettre fin aux rumeurs sensationnelles qui circulent encore. Je vais donc noter brièvement dans quelles circonstances je fus mêlée à cette affaire. J'avais été évacuée du front pour blessure, et après avoir passé quelques mois dans un hôpital, j'eus une permission de convalescence d'1 mois. N'ayant pas de parents proches ni aucun ami intime, je réfléchissais au moyen de tirer le meilleur parti de ma liberté provisoire lorsque, par le plus pur des hasards, je rencontrai John Cavendish. Je l'avais à peu près perdu de vue depuis quelques années. Du reste, je ne l'avais jamais beaucoup fréquenté. Il était d'au moins 15 ans mon aîné, bien qu'il ne portât pas ses 45 ans. Mais comme gamin, j'avais souvent fait des séjours à Styles, la propriété de sa mère, dans le comté d'Essex. Nous bavardâmes longuement du bon vieux temps, et il finit par me demander de venir passer ma permission à Styles.
Mère sera ravie de vous revoir après toutes ces années, ajouta-t-il. Se porte-t-elle toujours bien demandai-je. Oh oui. Sans doute savez-vous qu'elle s'est remariée? Je crains bien d'avoir montré trop clairement ma surprise. Je me souvenais de Madame Cavendish, qui avait épousé le père de John alors qu'il était veuf avec 2 fils, comme d'une belle femme d'un certain âge. Elle ne pouvait certainement pas avoir moins de 70 ans maintenant. J'évoquais sa personnalité énergique, autocrate, et prise de notoriété charitable et mondaine, avec un faible pour les inaugurations de fêtes de charité et une tendance à jouer à la bienfaitrice. C'était une femme extrêmement généreuse et elle possédait une fortune personnelle considérable. Leur maison de campagne, Stars Court, avait été achetée au début de leur mariage par M. Cavendish. Ce dernier avait complètement subi le joug de sa femme, si complètement même qu'en mourant, il lui donna l'usufruit de la propriété et de la plus grande partie de ses revenus, arrangement qui lésait ses 2 fils. Mais leur belle-mère s'était toujours montrée extrêmement généreuse envers eux, et ils étaient si jeunes à l'époque du mariage qu'ils songeaient toujours à elle comme à leur propre mère. Laurence, le plus jeune, avait eu une adolescence délicate. Il avait passé ses examens médicaux, mais avait renoncé à la profession de médecin et s'était contenté de vivre à Starscourt en poursuivant des chimères littéraires, bien que ses vers n'eussent jamais eu jusqu'ici un succès éclatant. John avait poursuivi quelque temps la profession d'avocat, mais il s'était enfin décidé à mener la vie plus agréable de gentilhomme campagnard. Il s'était marié 2 ans auparavant et avait amené sa jeune femme vivre à Stars. J'avais l'impression qu'il eût préféré voir sa mère augmenter sa pension, ce qui lui eût permis d'avoir un domicile personnel. Mais Madame Cavendish aimait faire ses plans elle-même, et elle entendait que les autres les acceptassent. Et dans ce cas particulier, elle avait certainement l'avantage sur lui, puisqu'elle tenait les cordons de la bourse.